Salut à tous et bienvenue pour un nouveau crime et disparition. Aujourd'hui, je vous raconte une disparition qui est survenue après l'incendie d'un mobil-home. Lorsque la police et les pompiers se rendent sur place, ils sont censés retrouver 4 corps, mais après les premières recherches, on ne retrouve qu'un seul corps, si bien qu'on se demande où sont passés les autres occupants. D'autres recherches vont permettre de retrouver un second corps, mais manquent toujours à l'appel deux adolescentes de 16 ans, Loria Bible et Ashley Freeman. Alors, fugue, enlèvement, on ne sait pas trop, mais cette affaire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il est 5h30 ce 30 janvier 1999 lorsque les pompiers de la ville de Craig en Oklahoma sont prévenus par un automobiliste qui constate un départ de feu sur un mobil-home. Quand bien même les pompiers débarquent très rapidement sur place, ils ne peuvent que constater que le mobil-home a été complètement détruit par les flammes. La police est donc prévenue et va donc procéder à la recherche des corps. Les informations que possèdent à ce moment-là la police et les pompiers laissent penser qu'il y a 4 personnes dans le mobil-home. En effet, devant le mobil-home, il y a 3 voitures, la voiture du couple Freeman, Danny et Cathy Freeman, ainsi que leur fille Ashley, et la voiture de la meilleure amie de celle-ci, Loria Bible. La police et les pompiers fouillent donc les gravats et retrouvent encore le corps d'une femme, celui qu'on pense être celui de Cathy Freeman, la mère de famille. En effet, on pourra l'identifier assez rapidement grâce à la bague qu'elle porte au doigt. Aux alentours de 18h, la police termine les recherches, n'ayant retrouvé qu'un seul et unique corps, celui de Cathy Freeman. Le corps est ensuite amené dans les locaux de la police pour que le médecin légiste puisse procéder à l'autopsie. Rapidement, on découvre que la femme a un impact de balle dans le crâne. Elle n'est donc pas décédée suite à l'incendie, mais elle a été assassinée avant que le feu soit mis au mobil-home. N'ayant retrouvé qu'un seul et unique corps, la police imagine une première hypothèse, l'hypothèse que Danny Freeman aurait pété un plomb, assassiné sa femme et enlevé les 2 adolescentes. Il faut savoir qu'une année avant l'incendie, la famille Freeman avait vécu un drame. En effet, Danny Freeman a un fils qui s'appelle Shane et celui-ci avait fait une fugue. Au cours de cette fugue, Shane avait cambriolé plusieurs maisons dans le voisinage. Au cours de l'un des cambriolages, il y a eu une course-poursuite avec la police où des coups de feu ont été échangés et malheureusement Shane est mort sous les balles de la police. Une enquête va être menée qui déterminera que la police n'a fait aucune erreur dans cette affaire. Par contre, pour la famille Freeman, le shérif a clairement assassiné leur fils. Cette affaire a beaucoup marqué la famille qui a toujours de la rancœur pour le shérif et cette plaie n'est pas complètement refermée, si bien que certains imaginent que Danny Freeman aurait pu complètement vriller. Cela dit, cette première hypothèse, si elle est renforcée par le témoignage d'un automobiliste qui déclare avoir vu ce matin-là, aux alentours de 6h45, Danny Freeman avec les 2 filles, donc Ashley et Loria Bible, dans une voiture blanche. Cela dit, je rappelle que les 2 voitures du couple ont été découvertes près du lieu du sinistre, ainsi que la voiture de Loria Bible. Du coup, on se demande avec quelle voiture Danny aurait pu fuir. Cela dit, à ce moment-là, la police recherche activement Danny Freeman avec l'idée qu'il pourrait avoir assassiné sa femme. Il faut savoir que la famille Bible a été rapidement appelée sur les lieux du sinistre. Les pompiers et la police les ont laissés plutôt à l'écart des recherches, ce qui a laissé à la famille Bible un goût plutôt amer. Si bien que le 31, le lendemain donc, la famille Bible décide de retourner sur le lieu de l'incendie pour procéder à des recherches. Alors là, c'est un rebondissement assez dingue puisque la famille Bible va donc aller sur place, fouiller les décombres et ils vont retrouver 2 éléments très importants. Le premier, c'est le sac à main de leur fille Loria. Ce sac à main contient toujours l'argent qu'elle a reçu pour Noël.
Ils vont ensuite faire une découverte plutôt macabre. Ils vont assez rapidement distinguer dans les décombres un corps. Ce corps, c'est celui de Danny Freeman et très vite, on voit dans le crâne de celui-ci un impact de balle. Rapidement, on peut donc en conclure que Danny Freeman n'a rien à voir avec l'assassinat de sa femme. La famille Bible va donc contacter des amis de la famille pour les aider à fouiller le reste des décombres. Le mobil-home n'étant pas très grand, ça va leur prendre quelques heures, mais malheureusement, au bout de quelques heures, ils ne vont pouvoir que constater que les 2 jeunes adolescentes ne sont pas dans les décombres. À part ça, c'est quand même hallucinant. Je veux revenir sur la découverte du corps de Danny Freeman qui a été fait par la famille Bible. Il y a vraiment un détail qui est révoltant à mon sens. Non seulement la police n'a pas trouvé le corps de Danny, jusque-là encore, ça peut arriver, mais le corps de Danny avait été clairement piétiné par les pompiers et les policiers. On a retrouvé des traces de pas sur son dos. Vraiment à se demander comment les policiers et les pompiers ont travaillé sur ce sinistre. Dès le lendemain, 1er janvier, la famille Bible réunit 700 volontaires pour aider à fouiller la zone autour du mobil-home. Ces 700 volontaires vont trouver des petits détails, des petites choses, mais rien ne va vraiment être retiré de ces recherches. Si bien que certains vont imaginer une deuxième hypothèse et que le fait qu'on ne retrouve pas les 2 adolescentes va laisser imaginer à certains que peut-être les 2 jeunes filles, Loria et Ashley, pourraient avoir quelque chose avec la mort de Danny et de Cathy. Cela dit, l'implication des 2 adolescentes dans le meurtre de Cathy et Danny Freeman semble un petit peu farfelue pour plusieurs raisons. Déjà, si les filles avaient fait une fugue après avoir tué la famille Freeman, elles auraient probablement pris l'argent que possédait Loria dans son sac. Il y avait à peu près 150 $ qu'elle avait reçus à Noël. Donc les jeunes filles, si elles avaient fui, elles auraient clairement profité de cet argent. Ensuite, la voiture de Loria qui est toujours parquée vers les restes du mobil-home, les clés sont sur le contact. Ça semble étonnant si elles avaient voulu fuguer qu'elles soient parties à pied. D'autant qu'il faut savoir que le mobil-home est dans une région un petit peu isolée, donc elles auraient sans doute pris une voiture. La famille Bible recherche à large échelle des indices et des personnes qui pourraient les aider à retrouver leur fille et Ashley. Alors ils ont engagé un détective privé, comme je l'ai dit. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que les découvertes que peuvent faire ces détectives qui aident la famille Bible ne sont jamais pris en compte par les shérifs, le shérif du comté de Craig. C'est donc des équipes qui travaillent totalement séparément et on a un petit peu l'impression que le contentieux qu'il y avait entre la famille Freeman et le shérif ralentit clairement cette enquête. Si bien qu'à ce moment-là, certains vont même commencer à se demander si ce n'est pas le shérif du comté de Craig qui aurait assassiné la famille et qui aurait ensuite enlevé les jeunes filles. Certains ont cette idée parce que Danny Freeman avait parlé d'intimidation du shérif après ce qu'il pensait être l'assassinat de son fils Shane. Alors, intimidation, il est probable que les 2 hommes devaient se toiser, devaient peut-être avoir des mots ou peut-être même de l'intimidation, mais de là à tuer le couple Freeman et enlever les 2 adolescentes, il y a quand même un pas. On se demande finalement qui étaient ces 2 adolescentes. Ashley et Loria Bible se connaissent depuis la maternelle. Elles sont meilleures amies depuis toujours, elles se confient tout. Ces 2 jeunes filles sans problème, sportives, appréciées de leurs amis, elles ont des bonnes notes. Vraiment des jeunes filles sans problème, des jeunes filles de 16 ans, pleines de vie. D'ailleurs, ce 29 décembre, c'était les 16 ans d'Ashley. Et c'est pour ça que Loria était au mobil-home de la famille Freeman, pour fêter l'anniversaire de sa meilleure amie, et elle avait ensuite demandé à ses parents si elle pouvait rester pour la nuit. Les parents n'y avaient vu aucune objection, elle était donc restée pour terminer la fête avec sa meilleure amie et les parents de la meilleure amie. Il y avait le petit copain d'Ashley Freeman qui était passé un moment dans cette soirée. Il était parti aux alentours de 8h30, 9h. D'ailleurs, c'est lui qui apportera quelques détails sur comment s'était déroulée la soirée. Il dira que tout le monde était très content, tout le monde
était souriant, il n'a absolument rien constaté de bizarre ce soir-là, et quand il est parti sans aucune appréhension qu'il pouvait se passer quelque chose. On ne sait donc pas expliquer cette disparition. Certains pensent que les deux adolescentes auraient pu fuguer, mais ça semble un petit peu tiré par les cheveux. On commence à se poser la question si les deux adolescentes n'auraient pas été enlevées. Cela dit, on se demande bien qui aurait pu enlever les deux jeunes filles. Certains commencent à imaginer que la famille Freeman aurait pu avoir quelques soucis de drogue. C'est vrai que Shane était déjà connu pour des soucis liés à la drogue et que les parents Freeman, selon certaines rumeurs, consommaient peut-être également de la drogue. Peut-être que cela aurait pu expliquer ce qui est arrivé aux deux jeunes filles. Pendant plusieurs années, il ne va pas se passer grand-chose. La famille Bible va bien tenter d'enquêter avec l'aide d'enquêteurs privés et de détectives, mais ça ne fait pas avancer l'affaire auprès des autorités. Il va quasiment plus rien se passer, et honnêtement, on le saura plus tard, le shérif n'enquête quasiment plus sur cette affaire. Lorsqu'enfin, 5 ans plus tard, un rebondissement survient et finalement l'espoir pour la famille Bible de savoir enfin ce qui est arrivé à leur fille. Ce premier rebondissement va intervenir en janvier 2005 lorsqu'un homme qui se prénomme Jeremy Jones va s'accuser du meurtre de Danny et Cathy Freeman et de l'enlèvement des deux adolescentes. Cet homme, il est en prison, il est condamné à mort pour le meurtre d'une autre jeune femme avec un mode opératoire qui peut assez coller avec ce qu'on a vu sur le mobil-home des Freeman. En effet, il a tué une femme et il a ensuite mis le feu à sa maison. Donc effectivement, ça ressemble assez au meurtre de Cathy et Danny Freeman. Cet homme raconte donc à la police qui va ensuite l'interroger une version assez détaillée des faits sur le déroulé de la soirée, sur les assassinats du couple d'abord et ensuite de l'enlèvement des deux adolescentes qu'il aurait ensuite assassiné d'une balle derrière la tête et il se serait débarrassé des corps pas très loin finalement de la ville de Welch. Après avoir indiqué le lieu où il s'est débarrassé des corps, la police va se rendre sur place avec des chiens de cadavres et il va y avoir plusieurs jours de recherche sur cet endroit, mais la police ne va absolument rien retrouver et ils vont commencer à douter de cette version. Du coup, ils vont investiguer un petit peu plus et se rendre compte que Jeremy Jones avait été arrêté le matin où le mobil-home était en flammes pour ivresse sur la voie publique. Il a été arrêté 1 heure après le début du feu sur le mobil-home, ce qui aurait rendu sa version des faits très compliquée. Le timing aurait pu vaguement être plausible, mais très compliqué, d'autant que quand il a été contrôlé par la police, il était tout seul, et cela 1 heure après le départ des flammes sur le mobil-home. Quelques années plus tard, un autre assassin va s'accuser du meurtre. Cet homme s'appelle Tommy Sells. Alors lui, il a un autre profil. Il est aussi en prison, également condamné à mort pour 3 assassinats. Mais lui, il a le profil un peu mythomane. Donc il est avéré qu'il a fait 3 meurtres. Mais au cours de son incarcération, il va déclarer avoir tué beaucoup plus de monde, environ 70 personnes. C'est plutôt un mythomane. Après, petite parenthèse, pourquoi ces hommes qui sont condamnés à mort racontent-ils qu'ils sont Pourquoi s'accusent-ils finalement d'autres meurtres? Il faut savoir que le système carcéral américain peut favoriser ce genre d'aveu. Certains condamnés à mort peuvent obtenir des privilèges en matière de nourriture, ou en matière de logement, de cellules, ou par exemple de coups de fil, si bien que ça encourage d'un certain côté à des hommes qui n'ont plus rien à perdre puisqu'ils vont passer à la chaise électrique et finalement trouver un moyen d'améliorer leurs derniers jours, leurs dernières années en prison. Donc ces 2 hommes ont effectivement avoué le meurtre de la famille Freeman. Le premier, Jeremy Jones, avec des détails assez précis, mais ce n'est pas eux, c'est vraiment dans l'idée d'obtenir des avantages dans leur vie carcérale. Il va encore se passer 18 ans sans réel rebondissement dans cette affaire.
Il va falloir qu'un nouveau shérif soit nommé au comté de Craig, finalement, pour que cette affaire bouge. Ce nouveau shérif, qui a été nommé en 2017, va un petit peu par hasard retrouver une caisse contenant de nombreux documents relatifs à la disparition de Ashley Freeman et Loria Bible, et il va constater que ces nombreux documents n'ont jamais été apportés au dossier de l'affaire. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que cette caisse de documents contient le nom de 3 suspects qui sont cités par de nombreux témoins comme pouvant être à l'origine du meurtre de la famille et de l'enlèvement des 2 adolescentes. Le shérif décide donc de mener une nouvelle enquête, de réinterroger ces témoins, d'autant que dans ces documents, il y a même une déclaration sous serment de la petite amie d'une des personnes incriminées qui déclare, donc sous serment, que son ex-petite amie a tué la famille Freeman, enlevé les 2 jeunes adolescentes, qu'il les a torturées, qu'il les a ensuite assassinées avant de se débarrasser des corps. Ces documents impliquent 3 hommes. Warren Philip Welch, c'est d'ailleurs sa petite amie qui a témoigné sous serment. David Pennington et Ronnie Buzik. Ces 3 hommes sont accusés par plusieurs témoins, comme je l'ai dit, une douzaine de témoins, comme ayant assassiné Cathy et Danny Freeman et enlevé les 2 adolescentes. Voilà ce que racontent ces témoins. Ils racontent que Welch s'est rendu avec les 2 autres hommes, donc David et Ronnie, dans le mobil-home. Certains me disent que c'était pour récupérer de l'argent que devait le couple, et d'autres que c'était pour leur vendre de la drogue, et que Warren Philip les a assassinés d'une balle de fusil de chasse dans le crâne, et que les 2 autres hommes ont mis le feu. En fait, donc Warren Philip était un peu le cerveau, si je peux dire, de l'affaire. C'est lui qui a assassiné le couple, c'est lui qui a décidé d'enlever les adolescentes, et c'est lui d'ailleurs qui les a ensuite séquestrées. Et ce sont les 2 autres hommes, donc David et Ronnie, qui ont mis le feu au mobil-home. Les 2 jeunes filles ont ensuite été séquestrées dans la caravane de Warren Philip Welch, où elles ont été bâillonnées et attachées, elles ont été torturées. Tous les témoins parlent de photos, de Polaroid, où on voit les 2 adolescentes attachées et bâillonnées. Elles ont été violées et torturées, particulièrement par Welch, qui était, comme je l'ai dit, selon son ex-petite amie, le cerveau. D'ailleurs, ce Welch avait même gardé l'avis de recherche des 2 adolescentes dans sa caravane, épinglée contre le mur. C'est vraiment un sale bonhomme. Ce type a donc pris de nombreuses photos des adolescentes, mais il s'est également pris en photo à côté des 2 adolescentes attachées et effrayées. C'est vraiment des détails affreux, et il a gardé ces photos qui montraient un petit peu à tout le monde, parce que ces 3 gars, ils ont un lourd passé criminel. Cambriolage, fait de violence, vente de drogue, j'ai même vu soupçon d'actes terroristes. Enfin, c'est vraiment des types qui ont un casier long comme le bras, et en fait, un petit peu pour impressionner, j'imagine, d'autres malfrats, ils sortaient un peu ces photos. Ce qu'il faut savoir, c'est que de ce trio, 2 sont morts. Warren est mort, et David Pennington. En fait, il reste plus que Ronnie Buzik. La police va donc l'interroger. D'abord, il va dire que c'est ses 2 copains. De toute façon, ils sont morts. Le premier est mort en 2007 et le second en 2015. Donc, il n'y a plus que lui, et il y a plus que Ronnie Buzik pour répondre des faits. Et dans un second temps, il va dire qu'il ne se souvient plus. La police va le laisser aller, le laisser retourner à la maison, va l'interroger plusieurs fois, et en 2018 va l'arrêter et le mettre en accusation dans cette affaire. Quand même, il faut revenir en arrière et se rendre compte que comment on en est arrivé là. Il faut savoir, vous vous souvenez des recherches qui ont été faites le 1er janvier 2000. À ce moment-là, il y a déjà 2 détectives qui sont sur l'affaire, engagés par la famille Bible. Ces 2 détectives, c'est Monsieur Pryor et Monsieur Dugan. Ces 2 hommes découvrent une carte, alors je ne sais plus si c'est de sécurité sociale ou un permis de conduire. En tout cas, ils retrouvent une carte pas très loin des décombres du mobil-home, et ils vont vouloir amener cette carte au shérif en disant que ça peut être un détail intéressant. Alors le shérif, il s'en fout complet. Il veut pas prendre cette carte, il dit d'ailleurs qu'il peut pas, puisque il sait pas dans quelles conditions cette carte a été retrouvée, donc il peut pas donner de crédit à cette preuve.
Cette preuve va donc être purement et simplement mise de côté. Heureusement, les deux enquêteurs, les deux détectives privés vont conserver toutes ces preuves. Donc, c'est le 3 janvier qu'ils amènent cette preuve au shérif, le 3 janvier 2000. Donc depuis le 3 janvier 2000, le shérif savait qu'il y avait une carte d'assurance, ou une carte en tout cas avec un numéro d'assuré. Cette carte, vous savez à qui elle appartient? Elle appartient à l'ex-petite amie de Welch. Donc très rapidement, on aurait pu relier ce trio de malfaiteurs avec un casier judiciaire long comme le bras à cet assassinat. C'est quand même assez hallucinant. Donc vraiment, le shérif avait un lourd contentieux avec la famille Freeman et est vraiment resté en retrait sur cette affaire. Il a vraiment mis des freins sur cette affaire. Il y a une autre tentative qui va être faite parce que Dugan, donc l'un des détectives privés, Joe Dugan, décède en 2009 et il avait quand même consacré une bonne partie de son temps jusqu'en 2009 à tenter de retrouver Ashley et Loria. Et sa famille va donc prendre le dossier d'enquête qu'avait fait Joe Dugan et l'amener au shérif dans l'espoir que cette fois le shérif veuille bien jeter un coup d'œil à ces documents et fouiller un petit peu plus dans cette enquête. De nouveau, le shérif, fin de non-recevoir, il s'en fiche. Même en 2009, lorsqu'il y a une nouvelle tentative de remettre une lumière sur cette affaire avec des véritables faits, des véritables preuves qui ont été retrouvées sur place, le shérif, alors je crois qu'il prend les preuves et en fait il les met dans cette caisse qui sera ensuite retrouvée, mais ça s'arrête là. D'ailleurs, l'enquête, elle est vraiment au point mort. Il y a quasi rien qui a été fait. C'est vraiment triste. Et en 2017, donc un nouveau shérif qui enfin arrive sur place et qui enfin retrouve cette caisse et qui apporte un regard neuf. Alors vraiment, je voudrais dire que ce shérif, il aurait pu... Pas par respect pour son collègue, mais disons, il aurait pu faire ce que certains auraient fait, mettre de côté cette caisse et ne pas regarder dedans. C'est quand même un shérif qui a une belle éthique et qui s'est dit que quand bien même son collègue n'avait pas fait le travail correctement, lui ne voulait pas cacher certaines preuves. Et aujourd'hui, on sait ce qui est arrivé à ces deux jeunes filles. Elles ont été enlevées par ce trio de malfrats qui a profité pour les violer, qui a torturé ces jeunes filles et qui les a ensuite assassinées lâchement. Voilà, on peut pratiquement dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il s'est passé quelque chose ce soir-là impliquant ces trois hommes et la famille Freeman, que ces trois hommes, probablement Warren Philip Welch, a tué Cathy et Danny Freeman et que les deux autres hommes ont ensuite mis le feu avant d'enlever les deux adolescentes. C'est vraiment triste cette histoire parce que cette affaire aurait pu être résolue rapidement. Elle aurait pu être résolue en 2000. Il a fallu pratiquement 20 ans pour que la famille Bible puisse enfin faire son deuil. Pour conclure dans cette affaire, je pense quand même que le contentieux qui existait entre la famille Freeman et le shérif a clairement mis un frein à cette enquête et c'est vraiment dommage parce que peut-être que si la police s'était bougée tout de suite, on aurait pu retrouver les adolescentes en vie. Et je pense que pour la famille Bible, ça doit être vraiment affreux d'imaginer que ces filles ont été retenues plusieurs jours dans une caravane, qu'il y avait des preuves qu'on aurait pu relier à ces trois hommes et qu'on n'a rien fait. C'est vraiment triste et c'est vraiment rageant. Voilà, c'est tout pour cette affaire. Je mettrai sur mon Twitter Vanina Crime et Disparition les prochains développements qui vont apparaître dans cette affaire puisque Ronnie Buzik a été arrêté en 2018 et puis il est probable que les enquêteurs découvrent enfin le corps des deux adolescents. Merci de m'avoir suivi, j'espère vous retrouver tout bientôt pour un nouveau crime et disparition.